les RH, c'est comme je dis, ils travaillent beaucoup dans l'ombre, right? Ouais. C'est difficile pour un employé de savoir, peut-être, ou un cadre, peu importe, de savoir l'étendue de notre travail parce qu'on travaille beaucoup dans l'ombre. C'est ça. Tu sais, je vais pas dire à l'employé, hey, cette semaine, là, j'ai conseillé 5 cadres, là, puis il allait renvoyer des personnes, là, puis c'était dans le champ, là, puis une chance, j'ai sauvé ses mises à pied ou ses congédiements. Je vais pas me vanter de ça devant un employé, tu sais. Parce que là, c'est comme j'enlève le crédit au gestionnaire. Moi, mon but, c'est que le gestionnaire ait la meilleure relation possible avec son employé. Exact. Puis que ça roule bien, tu sais. Puis qu'il gagne lui aussi en crédibilité, puis en confiance, puis qu'il ait les outils pour réussir, puis bien gérer son équipe. Aïda Girgis a amorcé sa carrière en intervention psychosociale auprès de victimes de violences conjugales avant de se tourner vers les ressources humaines, un domaine où elle œuvre depuis près de 8 ans. Sensible aux défis et à la pression vécue par les professionnels RH, elle a fondé la Cabane RH, un organisme dédié à la santé mentale et à leur mieux-être. Ce réseau, qui regroupe aujourd'hui plus de 500 membres à travers le pays, offre un véritable espace de soutien et de partage. En parallèle, Aïda accompagne les organisations comme formatrice RH et coach en carrière et en mieux-être. Aujourd'hui, elle vient nous parler de la santé psychologique de ceux et celles qu'elle accompagne au quotidien, les professionnels RH. Allô Aïda! Allô! Comment ça va? Bien, toi? Ça va bien! Et vous? Oui, ça va bien! Oui, oui, on est très contents de te recevoir sur le podcast. Merci d'être là. Oui, merci. Ça Oui. me fait plaisir. Puis sinon, ça va bien aujourd'hui, en ce samedi matin? C'est magnifique. J'ai fait une très belle route. Fait que, Super! ouais, c'est super. bien. Ouais. Cool. Ben, écoute, on commence toujours nos épisodes, en fait, en demandant à notre invité un peu son parcours professionnel, tu sais, qu'est-ce qui t'a amené finalement à faire ce que tu fais aujourd'hui, puis tu pourras nous expliquer un peu aussi, en fait, ton projet comme plus, personnel, professionnel, là, on parlait de, justement, au BNL, fait qu'à voir aussi comment tout ça évolue et Oui, tout c'est ça. avec tes objectifs, mais on aimerait ça que tu nous parles de toi. Ouais. Comment je suis rendue RH? J'ai commencé ma carrière plus au niveau de l'intervention psychosociale. OK. Donc, j'ai étudié en victimologie, qui est un peu l'envers de la criminologie, dans le fond, mais je me concentre plus sur l'intervention avec des victimes. Donc, il y avait des victimes de violences conjugales, d'actes criminels, des victimes de violences au travail aussi, d'harcèlement. Fait que c'était ça qui m'intéressait le plus. Donc, je travaillais 5 ans dans ce domaine-là, avec des victimes de violences conjugales. Puis, à travers un de mes postes, j'ai été déléguée syndicale. Et là, j'ai découvert c'est quoi le monde des affaires. Parce qu'avant, ça me disait absolument rien. Je savais pas c'était quoi des relations industrielles, c'est quoi des ressources humaines. C'est comme vide total, là. On m'en a jamais parlé à l'école. Puis j'ai dit, OK, je pense que j'aime ça être dans des comités de relations de travail. Tu sais, j'aime ça être impliquée dans des décisions d'affaires puis avoir un impact sur un peu les directions de l'entreprise, mais au bien-être des employés aussi puis de l'organisation. Et là, je me suis intéressée un peu au rôle de conseillère syndicale. Okay. Je me dis, comment tu fais pour être conseiller syndical? Puis ça, c'était mon seul exemple parce qu'on n'avait pas de RH dans l'entreprise où j'étais. On avait juste la présence syndicale. Donc là, j'ai dit, OK. Puis là, j'ai dit, OK, qu'est-ce que tu fais pour être conseiller syndical? Je vois qu'il y a un bac en relations industrielles. J'ai dit, OK, je pense que je vais faire ça. Je change totalement de track. Fait que là, j'ai dit, au lieu d'intervenir avec des victimes ou des personnes dans une relation personnelle ou amoureuse, je veux intervenir dans des relations de travail. Fait que j'ai fait comme ça se transfère. Je suis capable de le faire. Là, j'ai changé, puis c'est là que j'ai déménagé à Gatineau, puis j'ai étudié à l'UQO, et j'ai commencé vraiment ma carrière plus officiellement de ressources humaines. Donc, j'ai fait du rôle conseiller RH en dotation, j'ai fait des relations de travail, j'ai fait mon premier poste de directrice RH/généraliste. Et c'est là que j'ai vraiment goûté à la profession, si je peux dire. C'est de là que j'ai eu un burn-out. Je suis très passionnée, je suis très comme intense, j'ai un très bon work ethic, mais j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de défis avec la profession RH, puis peut-être j'étais pas signalée ou préparée à ça. Fait que j'ai juste comme subi un après l'autre, jusqu'à ce que ça fait comme oups, ça marche plus. Puis c'est là que, quand je suis dans cette phase-là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais rencontrer un psychologue? Est-ce que je vais parler à quelqu'un d'autre? Puis là, j'ai dit, ce serait le fun de parler avec des RH. Tu sais, juste valider si ce que je vis, c'est normal. Est-ce que les défis que je vis, c'est-tu moi le problème? C'est-tu quelque chose qui vient avec la profession, mais que, tu sais, j'ai pas été informée? Fait que là, j'ai décidé de lancer la cabane RH. C'est ça.
dans le fond, j'avais posé la question dans le groupe de mes collaborateurs RH de Mélina Roy. Ouais. Puis j'avais dit, est-ce que ça existe, un groupe où on peut parler de charge mentale de la profession RH? Ça existe-tu comme un genre de groupe du genre? Puis là, j'avais pas trouvé de réponse, mais j'ai vu beaucoup de gens qui ont dit, on est intéressés, on aimerait vraiment ça, faire partie de ce groupe si il existe. Fait que moi, j'ai mon petit côté TDAH. Fait que j'ai dit ma petite impulsivité. Fait que je dis, let's go, pourquoi pas on fait? Comme pourquoi pas nous, on crée le groupe, puis on crée cette plateforme-là. En une journée, j'ai dit, OK, on va créer le groupe, puis on va l'appeler la cabane RH. Wow! Ça sort de où, ce nom-là, dans le fond? Je pense que c'est un mélange de deux choses. J'aime la cabane à sucre. Oui, au Québec, en plus! Oui, ça, c'est clair, je suis une fan. Ouais. Puis deux, je voulais comme une place où ça serait vraiment ancré sur le partage, l'entraide, la collectivité. Puis je trouvais que la cabane à sucre, c'est comme chaleureux, c'est comme ça que la famille se rassemble, fait que c'était symbolique. Fait que j'ai dit, puis je voulais pas un nom très, très formel ou très sérieux, business, fait que la cabane, c'est comme... c'est vraiment un bon nom. Ça fait plus chaleureux avec la cabane RH. Ouais, j'aime ça. Fait que, tu sais, de ce que je comprends, en fait, finalement, c'est que cette idée-là ou ce groupe-là que tu as créé est parti d'un besoin aussi personnel, puis d'un besoin de connecter puis de discuter finalement avec d'autres professionnels sur les besoins ou les enjeux finalement en tant que RH, c'est ça? Puis tu sais, comment moi je le voyais, c'est que vu que j'avais étudié dans le domaine plus de l'intervention psychosociale, je me rappelle, j'avais des cours qui me disaient, tu sais, qui me préparaient à la profession, puis qui me disaient, fais attention, tu sais, quand t'es intervenant, de garder une distance émotionnelle, tu sais, de pas faire trop de sympathie, de faire attention au traumatisme vicariant, tu sais, à force d'entendre des histoires, tu peux comme être traumatisé toi-même. Fait que, tu sais, j'avais comme un peu un starter pack pour que je puisse commencer ma profession, mais je me suis dit, tu sais, en RH, j'ai pas eu ça dans mon programme. Fait que, tu sais, je me suis dit, peut-être qu'il y a des gens qui ont, à travers des épreuves, ils ont appris à développer des trucs ou des astuces pour se débrouiller dans la profession puis éviter justement de subir certains défis ou risques psychosociaux à la profession, puisqu'on n'en parle pas. Fait que je dis, si je peux essayer de rassembler le plus de RH puis essayer d'aller chercher les formations puis faciliter les discussions, peut-être que c'est là qu'on peut, tu sais, intervenir pour le futur. Donc moi, je suis comme dans une... la cabane RH, c'est comme un mélange de choses. Tu sais, c'est un réseau de soutien social, oui, mais c'est aussi un endroit où je veux sensibiliser le grand public à la santé mentale puis au mieux-être des RH. Parce que pour moi, je pense que les RH, c'est des humains, comme tout le monde. On a toute une vulnérabilité. Souvent, on n'est pas vu comme des humains, on est vu comme eux qui prennent soin des autres, mais pas eux qui ont peut-être des besoins aussi. Tu sais, on pense souvent comme expérience gestionnaire, expérience employée, mais il y a aussi l'expérience RH. Tu sais, les RH, c'est besoin d'être soutenu, écouté, reconnu. Tu sais, fait qu'il y a des besoins de base que des fois on oublie, mais les RH, c'est des humains aussi. Fait que souvent, tu sais, on essaie de garder la carapace puis avoir l'air, tu sais, comme avoir une posture solide, puis... tu sais, les RH, c'est les gardiens des lois puis des politiques, fait que, tu sais, ils sont pas touchables. C'est un peu comme les policiers de l'entreprise, mais c'est sûr qu'à un moment donné, tu sais, tout le monde a des émotions, on est des humains. C'est ça. Absolument. Donc, puis ça, ce que tu mentionnes, en fait, ça fait partie, j'imagine, d'un des défis des professionnels RH. Puis, tu sais, je pense aussi qu'on voulait en parler aujourd'hui, en fait, des défis, tu sais, des RH, c'est quoi, en fait, leurs enjeux au niveau de leur profession. Fait que si tu peux un peu aussi expliquer les défis ou les choses que tu vois au niveau de la santé, peut-être, mentale des RH ou autres, là. Exact, oui. Dans les défis, il y en a plusieurs, je pourrais dire. Le premier, c'est vraiment être pris en l'herbe et l'écorce, entre l'herbe et l'écorce. Donc, des fois, c'est comme on est pogné entre vouloir faire le mieux pour les employés, mais en même temps aussi, on a une responsabilité de défendre aussi l'employeur et les cadres. Donc, des fois, on est un peu pris entre les deux. Mais essentiellement, tu sais, les RH, c'est de suggérer les meilleures pratiques en gestion des ressources humaines, donc comment prendre soin de l'humain. Donc, des fois, on se trouve un peu dans des zones grises et ça peut aussi créer un peu des défis ou des stress ou des dilemmes éthiques, si je peux dire. C'est comme un double client. C'est ça. Ouais, on a comme plein de clients. Dans le fond, on a comme les employés, on a l'employeur, qui est comme notre mandataire, et notre employeur, parce qu'on est des employés de. Fait qu'on a un lien de subordination. C'est ça. Puis on a aussi les employés qui ont leurs propres besoins, qui comprennent plus ou moins notre rôle, les cadres aussi qui comprennent plus ou moins notre rôle aussi, qui ont des besoins de conseils, d'accompagnement, et que des fois, ils pensent qu'on fait juste représenter l'employeur, mais tu sais, comme qu'on fait juste représenter les cadres, mais non. On doit aussi défendre les employés. Des fois, c'était le syndicat aussi, que c'est un autre client, tu sais, un autre type de relation. Fait que des fois, ça peut être... c'est beaucoup d'acteurs, puis il faut jongler là-dedans, puis
C'est ça. Aider les gens à comprendre le flou parce que, tu sais, même en tant que RH, c'est compliqué des fois de comprendre qu'est-ce qu'on fait. Il y a tellement de branches que je peux pas imaginer c'est comment pour quelqu'un d'autre qui étudie pas en RH ou qui connaît pas trop la profession. C'est ça. Donc, Puis ça, c'est pas abordé dans les cours de formation? Ou... Plus ou moins, non. OK. D'où l'importance aussi d'avoir une communauté pour repartager et tout ça. Ouais. OK. Aussi, dans c'est un manque de compréhension de la profession RH. Des fois, tu sais, il y a comme des mythes, puis il y a des préjugés qui se font sur les RH, tu sais, comme que nous, on est juste l'avocat de l'employeur, ou que nous, on fait juste recruter puis congédier. Tu sais, fait que des fois, cette connaissance limitée de notre rôle, ben, les gens nous mettent comme dans des cases, et ça crée un peu des conflits aussi. OK. Puis on doit toujours comme clarifier qu'est-ce qu'on fait comme travail et tout. Fait que ça, des fois, c'est des défis aussi qu'on a avec les gens. Aussi, je peux dire que les RH trouvent que des fois, on est comme mis au premier rang de la guerre. Okay. Dans le sens, et moi je le vois comme ça, fait que souvent on arrive avec des mauvaises nouvelles ou des grosses décisions, puis on est comme le visage qui ressort derrière la décision, mais c'est des fois qui est prise par l'employeur, ou exemple le cadre. Mais c'est les RH qui transmettent l'information. Ouais, fait que ça fait comme, ben les RH, c'est le mauvais, c'est le méchant. C'est ça, vous êtes toujours pointé du doigt, là. Ouais, fait que ça aussi, ça vient aussi confondre des gens sur notre rôle. Des fois, ça vient chercher des insatisfactions ou de la résistance des gens par rapport à notre accompagnement. Fait que c'est souvent un manque de clarté de rôle. Ouais, c'est ambigu, puis on va pouvoir revenir tantôt au niveau de comme quoi faire, en fait, pour comme que ça soit plus clair. Ben, moi, j'ai une question en lien avec ça. Comment, toi, tu définirais le rôle RH d'une personne? Parce que, tu sais, c'est ça, comme tu dis, puis de ce que j'entends de ta part, c'est qu'il y a vraiment un flou au niveau de comme des tâches ou comme de ce que les RH représentent dans une entreprise. Comment qu'on pourrait définir finalement ce rôle-là RH? Le rôle RH, je pourrais dire, c'est que notre rôle, c'est d'assurer la meilleure gestion possible des gens dans l'entreprise, tout en assurant aussi le respect des lois qui existent. OK. Donc, le cadre légal. Fait que, tu sais, on a comme un double chapeau de oui, je m'assure que les lois sont respectées. Et aussi, c'est d'encourager les meilleures pratiques RH. Donc, quand on fait ça, on va essayer d'avoir des initiatives pour la mobilisation du personnel, pour mieux attirer, pour mieux mobiliser les gens, faire la gestion de carrière, gestion de la formation. On va coacher des gestionnaires aussi sur comment donner de la rétroaction constructive, comment avoir une culture qui est participative, qui est inclusive. C'est tous des éléments qui sont vraiment importants pour un gestionnaire, pour offrir la meilleure expérience à un employé. Mais en même temps aussi, tout ça, ça se fait aussi dans un cadre légal. Donc, des fois aussi, on va devoir trancher dans des situations pour dire comme ça, c'est pas correct, exemple, par rapport à tout ce qui est une absence maladie, exemple, ou un retour, ou un congé de maternité, ou par exemple, une situation de grief, quoi que ce soit. Même harcèlement, peut-être? Même harcèlement, même... Tu sais, tout ce qui est comme accommodement légal. Tu sais, il y a tellement de... Parce que, tu sais, dans un milieu syndiqué, l'autre texte de loi, c'est la convention collective qui s'ajoute aussi, mais c'est d'assurer aussi que quand c'est une question légale, ben que l'employeur, c'est qu'on embarque un peu pour dire que l'employeur doit respecter les lois, fait que on s'assure qu'ils prennent la meilleure décision possible pour éviter qu'ils se trouvent dans une situation compliquée. Puis souvent, quand on a un peu le chapeau légal, c'est là qu'on est vu comme des avocats de l'employeur et non pas du côté de l'employé. Mais en même temps, on peut pas prendre des partis. Quand ça devient les lois, c'est des lois. On peut pas dire « moi, je suis pour l'employeur, moi, je suis pour l'employé ». C'est écrit noir sur blanc, voici ce qui doit être fait. Fait que dans le fond, il y a aussi un concept de justice. C'est expliquer les décisions, je pense, j'ai l'impression, parce que parfois, c'est juste un manque de clarté au niveau des décisions prises par les RH. Mais c'est très complexe parce que ce que j'entends aussi, c'est que les RH jouent, le rôle de promotion, finalement, du bien-être, puis prendre soin, finalement, des employés, comme il y a un aspect légal, comme des fois, je sais qu'il peut y avoir un aspect finance, comme qu'il peut y avoir un aspect... comme la rémunération. Exact, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est... La SST qui est beaucoup dans la loi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est comme très complexe, finalement, de ce que je comprends. Et très multifonction, un peu, ce rôle-là. Fait que... comment tu sais, toi qui as en fait une visibilité ou qui a comme ces discussions-là avec d'autres professionnels des ressources humaines, comment ces personnes-là se sentent dans ce flou de rôle-là ou comme toute cette multitude de fonctions avec lesquelles ils doivent jongler, mais que c'est ça, c'est complexe, là. C'est très difficile à vivre. Tu sais, des fois aussi, ils sentent comme
notamment de chapeaux qui sentent une surcharge émotionnelle, une surcharge quantitative de travail qui existe. Ouais, tu parlais de charge mentale au début de l'épisode, Ouais, parce que, tu sais, des fois, en RH, c'est vrai qu'il y a des beaux projets, exemple, on va les appeler les quick wins. Les quick wins des RH. Par exemple, le recrutement, positif. Prévention SST, super positif. Accompagner quelqu'un en retour de travail, super positif. Investir dans la formation, développement de carrière, magnifique. Accompagner quelqu'un qui va quitter, tu sais, comme avoir une approche empathique dans son départ, super positif. Il y a des belles choses, il y a beaucoup de choses, tu sais, on essaie de créer de la clarté, on essaie de créer on révise des conditions de travail aussi pour assurer qu'elles sont équitables aussi au niveau des postes, que les gens, c'est clair, ils savent qu'est-ce qu'ils doivent faire, puis ils sont payés à leur juste valeur. Ça, c'est positif. Mais il y a des parties aussi plus difficiles où il y a un peu plus de friction, tu sais, où des fois, c'est avec ce rôle de gardien des lois, des politiques, ben, tu tranches la ligne, puis t'es vu un peu comme le méchant. Fait que des fois, c'est pas tout le monde qui accepte ou qui a une bonne réceptivité de ça, tu sais. Ou, tu sais, exemple, des fois, tu dois gérer des plaintes de harcèlement aussi. T'as des gens qui arrivent, qui viennent porter plainte pour X raisons, qui sont fâchés, tu sais, ils font une crise dans ton bureau, puis t'es juste là, tu sais, t'absorbes. Fait que des fois, il y a des journées ou des semaines qui sont plus difficiles. Puis ça, c'est le côté que je pense que peut-être on en parle un peu moins, mais que au cumul, ça peut comme fragiliser une personne en ressources humaines, peut-être la mettre en détresse psychologique ou peut-être mener un burn-out si c'est pas traité ou c'est pas identifié, ou la personne en ressources humaines prend pas soin de sa santé mentale. C'est comme qu'elle est pas consciente de ces défis-là, puis ensuite elle prend pas soin de sa santé mentale ou de son mieux-être, ben c'est comme on enlève des facteurs de protection. Fait qu'éventuellement, tu fragilises ton bien-être. Puis c'est qui, en fait, qui peut prendre soin de cette santé-là? Parce que, tu sais, nous, on parle beaucoup de responsabilité partagée, tu sais, que parfois, c'est l'employé aussi qu'il faut qu'il soit conscient de ça pour aller chercher de l'aide. Mais est-ce que toi, tu vois, dans les discussions que tu as, comment prendre soin, en fait, de sa santé mentale en tant que professionnel RH? Quand on parle de responsabilité partagée, je suis d'accord avec toi. C'est qu'il y a plusieurs personnes qui sont impliquées là-dedans. Je pourrais dire, il y a l'employeur. L'employeur, tu sais, déjà, si il comprend bien le rôle des RH, toute la complexité de leur rôle, puis les différents chapeaux, puis les différents défis, puis risques psychosociaux, il peut mieux accompagner les personnes RH dans l'organisation. Tu sais, c'est comme, ils ont leur propre monde. Tu sais, comme quand on évalue, exemple, les risques psychosociaux d'un poste, c'est poste par poste, right? Ben, fait que, tu sais, si ils considèrent les RH comme des employés aussi, puis on évalue le poste de la profession RH, ben là, il peut mieux prévenir puis mieux accompagner la personne. OK. C'est sûr que, tu sais, s'il y a plus de reconnaissance envers le rôle des RH, on leur donne plus une posture stratégique, on les met moins dans des positions de conflit de valeurs, parce que ça, c'est quelque chose qui est un défi des fois, c'est tu sais, on te dit de faire quelque chose, mais toi, t'es comme, non, tout dans toi crie non, tu sais, c'est pas la bonne approche, mais en même temps, le RH, ça reste un employé, donc il peut pas non plus imposer son conseil, il l'offre, mais il peut pas l'imposer. Okay. Donc, c'est de devoir vivre avec ça. Des fois, ça fait un peu un clash pour la personne. Fait que, tu sais, l'employeur, il joue un rôle important quand même dans ça. Comme qu'il prend soin de la santé et du mieux-être des employés, c'est la même chose. Ça reste que c'est des humains aussi, les RH. T'as aussi les RH eux-mêmes qui doivent prendre soin de leur santé mentale. C'est exemple, faire de l'exercice physique, avoir une saine alimentation, faire du journaling, avoir... tu sais, des pauses conscientes, exemple au travail des fois, s'entourer de gens aussi qui comprennent un réseau social RH ou des amis ou autres, savoir dire non, mettre ses limites, c'est pas facile, savoir décrocher du travail aussi, parce que des fois, tu sais, pratiquer le lâcher-prise, des fois c'est comme, exemple, si on n'est pas d'accord avec une décision, est-ce qu'on fait la paix avec, tu sais, puis on passe à autre chose, est-ce qu'on y pense encore? Est-ce qu'on arrive à plus penser au travail que la fin de semaine ou est-ce qu'on y pense encore? Est-ce qu'on est vraiment avec nos proches, tu sais, qu'on est à la maison? Ça, c'est toutes des pratiques qui sont intéressantes. Puis ensuite, je pourrais dire, ça, c'est ma vision, là, mais je pense qu'éventuellement, tu sais, ici, dans les institutions d'enseignement, dans les programmes, ils incluent un cours ou quelque chose par rapport à te préparer pour la profession RH. Tu sais, vers la fin de parcours, il y a des cours qui sont plus vers te préparer à
résoudre des cas. C'est un peu le rôle de consultant RH qui met toujours ça à la fin du bac, là. Mais tu sais, s'il y avait un cours qui est plus, je te prépare à la profession RH, aux différents défis, comment tu prends soin de toi en tant que RH dans tout ça. Préparer sa santé mentale. Ça, c'est comme, ça serait tellement riche. Wow! C'est comme mon rêve, là. C'est qu'un jour, on se rende là. Mais j'avais justement donné une conférence auprès d'une cohorte de finissants, là. Très cool. Comment ça a été reçu? Ils étaient tellement contents, ils étaient tellement... tu sais, choyés d'avoir quelqu'un qui peut parler de son expérience. Puis moi, tu sais, je suis pas un jargon très, très professionnel. Tu sais, je parle de mon vécu, puis j'essaie de donner des astuces, puis ils étaient tellement reconnaissants, puis... Les gens connectent à ça aussi. Fait que, tu sais, je pense que ça a c'est différent, mais ça a une belle valeur quand tu sais, t'es une professionnelle des ressources humaines qui vient parler avec son cœur. Ça a une valeur. Tu sais, c'est différent, le message va passer autrement, puis c'est authentique. T'es comme vu comme un modèle aussi, parfois, là, t'es un exemple aussi. Fait que... Tu sais, comme moi, je le vois comme... Si on en parle plus des défis possibles, parce que chaque milieu de travail est différent, chaque poste est différent, chaque culture RH dans l'entreprise est différente. Il y a des places où le secteur RH est juste nouveau. Il y en a que ça fait 10 ans que c'est là. Il y en a que, pour eux, les RH, c'est juste administratif. Il y en a que, pour eux, l'entreprise, ils voient la fonction RH comme purement stratégique. Tu sais, on est rendu vraiment loin. On parle de marque employeur, on est comme, toutes les bases sont ouvertes, tu sais. T'as des places où le poste RH, t'es seul. Fait que t'as beaucoup plus de risques. T'as des places où le poste RH, t'es peut-être un directeur RH, t'es plus à risque, t'as quand même un certain niveau de stress puis des dossiers sensibles qui viennent dans ton assiette. Ça, c'est qu'il y avait une étude, justement, de rémunération de l'ordre des CRHA qui avait prouvé ça, justement, que les postes de généraliste RH et de direction RH étaient les plus à risque au niveau de la surcharge de travail. Ouais, parce que dans le fond, tu conjugues des tâches qui sont différentes. C'est beaucoup de choses. C'est ça. Puis tu sais, comme, est-ce que t'as une équipe RH qui est grande? Ça, t'as plus de soutien. Est-ce que t'as un employeur qui est bien formé sa fonction RH puis qui y croit vraiment dans ses valeurs puis qui s'inclut dans la culture d'entreprise ou plus ou moins, ou qui s'est détaché? Ou est-ce que t'as une équipe de cadres qui est jeune? Ou une équipe qui est plus mature, qui comprend bien les principes d'une bonne gestion des ressources humaines et que ça allège la charge sur la personne RH. Il y a tellement de choses qui peuvent rentrer en jeu. Tu sais, je ne veux pas généraliser que la profession RH est mauvaise ou quoi que ce soit, mais il y a des postes qui ont quand même des faut juste être conscient, en fait. Puis accepter aussi le discours, puis accepter que parfois ça peut être plus difficile. Je pense que c'est pas de se fermer les yeux, en fait, sur la réalité parce que tu vas le vivre, que tu le veuilles ou pas. C'est ça. Tu sais, à l'université, moi je dis à l'université ou au cégep, peu importe, on apprend beaucoup de choses, on apprend beaucoup de théories, on apprend des bons principes de base sur les meilleures pratiques en gestion des ressources humaines. Ça aide énormément. Mais sur le terrain, tu vas aux choses. C'est ça. Dans le sens que t'es comme, OK, c'est comme il te manque un savoir-être. Tu sais, il y a quelque chose qui est comment je navigue dans ça, comment je fais. Tu sais, oui, j'ai une bonne idée ou je connais les bonnes pratiques, mais comment je les transmets. Tu sais, là, j'ai un obstacle, mais comment je passe à travers l'obstacle. Des fois, c'est comme le savoir-faire, tu sais pas trop quoi faire. C'est ça. Puis je pense que si t'es pas informé sur les défis possibles de la profession RH ou les risques psychosociaux qui pourraient être associés à la profession RH, puis les différents outils qui peuvent exister ou les communautés qui existent pour te soutenir si jamais t'es nouveau dans ta profession, peu importe, tu vas plus vivre un choc. Fait que moi, ce que j'aimerais, c'est qu'éventuellement, c'est que les gens soient assez sensibilisés sur ce sujet-là pour éviter ces chocs-là. Que si jamais ça arrive, tu te dis, OK, c'est difficile, mais c'est vrai que j'en avais déjà entendu parler. On m'a déjà parlé que ça pourrait arriver, cette affaire-là. OK, c'est pas moi, tu sais, c'est comme... Peut-être qu'il y a d'autres outils, peut-être qu'il y a des endroits où je peux aller chercher de l'aide, peut-être d'un autre RH, ou en parler, ou... Tu sais, fait que... Moi, mais ta communauté vient faire ça un peu aussi, fait que ça leur donne au moins un réseau de soutien pour, justement, les gens qui sont peut-être... plus seuls dans leur rôle et tout, comme dans les plus petites entreprises et tout ça. Fait c'est ça. Qui rentrent sur le marché du travail aussi. Exact. Puis justement, comme je disais, comme les postes, ça varie, là, les postes RH sont pas pareils dans chaque entreprise. Mais l'isolement, ça fait partie aussi. Des fois, quand t'es généraliste, t'as personne à qui parler. Puis, tu sais, comme je te disais, t'as plusieurs clients, right? So, tu peux avoir les employés, t'as les cadres, t'as l'employeur, mais est-ce qu'eux sont là pour t'écouter vraiment dans tes besoins à toi en tant que RH? Tu sais, à qui tu parles? Parce que là, il y a comme un conflit, tu sais, tu peux pas devenir comme une amie créer un lien d'amitié avec un employé ou un cadre
qui est d'une façon aussi ton client. C'est ça. Ça peut te mettre dans une position de conflit d'intérêt. Il faut que tu fasses attention, parce que tu sais pas demain si cette personne-là va recevoir une plainte d'harcèlement. Ouais, c'est ça. Là, tu vas devoir trancher, fait que... OK. Mais j'aimerais qu'on revienne sur quelque chose que tu as nommé plus tôt, puis que je trouve ça quand même intéressant, puis ça fait quand même un lien avec tout ce que tu parles. Tu disais que les professionnels RH, une des choses, tu sais, pour prendre soin de leur santé mentale, c'est d'apprendre à mettre ses limites et de dire non. Est-ce que elles peuvent dire non? Parce que de ce que je comprends aussi, c'est qu'ils ont plusieurs, justement, ils jonglent avec différents clients, tu sais, les cadres, l'organisation, les employés, le syndicat, whatever. Puis il y a des conflits de valeurs. Des fois, ils doivent prendre des décisions pour lesquelles ils sont pas totalement en accord, mais ils ont pas le choix parce que ils ont des demandes qui viennent de tous bords, tous côtés. Est-ce qu'ils peuvent dire non ou comment? Dans quel contexte? En fait, dans quel contexte ou comment mettre ses limites, considérant que c'est extrêmement complexe, de ce que je comprends. Ouais. C'est un bon point, ça rien. Il y a différentes façons de dire non, mais ça pourrait être, par exemple, de refuser une tâche qui leur appartient pas. Qui n'a pas du tout rapport. Fait que, juste de clarifier ou de poser des questions. Il y a une façon d'avoir un peu de tact quand tu poses une question. Puis de dire que, je suis pas certaine, est-ce que c'est vraiment dans mes dossiers, est-ce que je peux t'accompagner ou te diriger vers la personne qui pourrait t'aider dans ça. Mais, il y a la charge de travail même, il y a de pas prendre des dossiers qui leur appartiennent pas, mais il y a aussi de tracer la ligne des fois sur un conseil RH, je suis pas d'accord sur certains points. Je pense que tout le monde peut parler, puis dire son opinion. Est-ce que ça va toujours être reçu puis écouté? Non. C'est là que le lâcher-prise arrive. Mais moi, c'est quelqu'un qui m'avait appris ça, c'est un mentor. Il m'a donné une astuce. Il m'a dit, mon conseil, c'est... Moi, je suis full, genre, dans mes valeurs intenses. J'y crois vraiment, RH, tu sais, les principes des ressources humaines. Il m'a dit, regarde, donne ton conseil, puis si jamais il n'est pas reçu, documente, puis tourne la page. Dans le sens que ça t'appartient plus. Tu sais, des fois, c'est un peu ça qui aide avec le conflit de valeurs, c'est que même si des fois tu sens que t'es pas d'accord avec la position, qu'est-ce qui arrive, ben tu fais de ton mieux pour essayer de convaincre ou de persuader la personne devant toi de prendre la bonne décision, puis tu expliques c'est quoi les bienfaits, les risques, les conséquences possibles. Puis ensuite, si la personne t'écoute pas, ben c'est tout ton ressort. Tu prends ta part de responsabilité et tu laisses celle des autres. Exactement. Et documenter aussi. Oui, et documenter absolument parce que il y a deux raisons pourquoi. On sait jamais quand une décision ou une situation qui va à l'encontre de ce que RH suggère va mal tourner et finir envers une plainte ou quelque chose du genre. Fait que si jamais ils font une enquête, peu importe, ben t'as documenté ce que t'as recommandé. C'est de la tenue de dossier. Ouais, exact. La tenue de livre. Ouais, c'est ça, exactement. Puis aussi, si t'es CRHA aussi, on a un code déontologique par rapport à ça, fait que si jamais tu te fais inspecter, ben, l'ordre non plus, il va pas aller dire t'es un mauvais RH, tu respectes pas le code parce que t'as laissé passer quelque chose. Ils sont conscients que si tu donnes ton conseil, puis tu fais comme... tu fais ressortir tous les risques ou les avantages d'une décision. Tu aides la personne à prendre la meilleure décision informée au niveau des ressources humaines, puis qu'elle décide de pas le faire, mais si c'est documenté, t'es pas responsable en tant que CRH. C'est ça. Mais ils vont souvent faire une note ou des recommandations pour l'employeur. Là. C'est ça, quand tu dis documenter, en fait, c'est tu documentes pour toi ou tu envoies finalement une communication finalement à l'employé pour dire comment on s'est parlé. T'sais. Exact. Voici c'est ça, exactement ça. C'est les courriels. Donc, il y a comme, exact. Un genre de résumé du verbatim, la situation. Ouais. Je vous ai suggéré telle chose à cause de tel élément. Toutefois, je comprends que vous avez décidé de faire telle chose. C'est ça. C'est de garder des traces, en fait. C'est ça. Ouais. Exact. OK. Tantôt, dans le fond, moi, je voulais revenir, à moins que tu aies un autre point. OK. Tantôt, tu as mentionné la reconnaissance. Puis je trouvais ça quand même intéressant à savoir, est-ce que les professionnels RH sont reconnus, dans le fond, en entreprise, selon ce que tu vois, les discussions que tu as? Je pense... Pas assez, selon moi, ce que j'ai entendu. Mais ça dépend encore. Il y a des organismes aussi où il y a quand même de la reconnaissance de la valeur RH. Mais il y a des gens qui ne se sentent pas reconnus, que leur travail est beaucoup invisible. Surtout aussi que le conseil RH se fait souvent derrière les portes. Les situations RH sont on est toujours comme encadré par tout ce qui est comme la confidentialité. Donc on peut pas se dire haut et fort, j'ai réglé une plainte d'harcèlement. C'est comme non. Tu vas te taire. Là, ouais, c'est ça. Je comprends. Okay. Tout est dans la discrétion. Souvent, on a un rôle d'accompagnement envers les gestionnaires. Fait qu'on va pas faire comme c'est RH qui a pris la décision. On va parler aux gestionnaires en privé, on va leur donner des conseils, on va les accompagner dans leurs besoins, on va les coacher. Ensuite, c'est eux qui vont aller faire leur travail
de gestion des ressources humaines. Mais tu sais, nous, on est comme la personne derrière. Fait que souvent, c'est difficile d'avoir de la reconnaissance générale de ça. Puis c'est ça, c'est que des fois, c'est ça, il n'y a pas assez de reconnaissance pour la valeur et toute la complexité du rôle RH. Ça, c'est mon opinion personnelle, puis je sais pas si c'est vrai, c'est pas testé scientifiquement, mais je pense aussi le fait que la profession RH est associée aussi à un poste de prédominance féminine. Je pense qu'il y a une partie aussi qui joue là-dedans, selon moi. Très intéressant. Qui est comme, tu sais, comme on fait beaucoup de choses, beaucoup plus qu'on penserait, mais peut-être pas assez rémunéré pour toute la valeur de ce qu'on fait, tu sais. On a tellement de chapeaux, on fait de la gestion de projet, on fait de la gestion stratégique, on fait de l'accompagnement, on fait de la thérapie pour les gens, on fait de la médiation, on fait un rôle d'avocat, on fait tout. Tu sais, des fois, je trouve pas qu'il y a assez de reconnaissance pour ça. Parce que peut-être c'est trop général, fait que ça perd peut-être sa valeur aussi. Puis la reconnaissance, c'est pas juste, là, t'as mentionné monétaire, mais tu sais, c'est pas juste ça aussi, c'est tellement tout autour aussi, tu sais. Puis la reconnaissance, mettons, si on pense constructivement, est-ce que tu penses qu'elle devrait venir de l'organisation? Est-ce qu'elle devrait venir, par exemple, des cadres, des employés ou du gouvernement? Comment? Moi, je pense, ma vision de la reconnaissance, puis on oublie la profession RH, je pense qu'elle devrait venir de tout le monde. C'est tout le monde qui parce que, tu sais, RH, c'est comme un peu un service à la clientèle. T'sais, on parle du secteur des services. Fait que, tu sais, comme il y a plusieurs clients, mais je pense que n'importe qui transige avec les RH devrait quand même avoir une certaine reconnaissance ou un respect. C'est pour n'importe quelle personne avec qui tu travailles. Tu sais, avoir un beau mot, un merci, j'apprécie ça, je comprends que tu peux pas en ce moment faire telle chose, mais tu sais, je respecte comme t'as peut-être tes propres dossiers à gérer. Mais je pense que tout le monde a un rôle là-dedans, que ce soit comme le supérieur immédiat de la personne en ressources humaines, que ce soit l'employeur, que ce soit les cadres qui reçoivent du conseil ou du coaching, que ce soit les employés qui reçoivent un bon accompagnement, un bel accueil, qui se font bien accompagner dans un retour au travail, qu'ils ont des questions, ils comprennent pas trop, il y a plein de notions abstraites, puis là, les RH prennent le temps de les rencontrer puis de leur expliquer vraiment en détail certains éléments, qu'ils prennent le temps de les écouter quand ils ont besoin de ventiler, puis de les accompagner peut-être dans une gestion de conflit, dans une médiation. Je pense que tout le monde est responsable d'être reconnaissant avec toutes les personnes avec qui ils travaillent. C'est pas juste RH, là. C'est ça. Mais RH, moi, comment je le vois souvent, c'est comme une catégorie autre d'employés, de collaborateurs d'entreprise. Tu sais, on sait c'est quoi un employé. Tu sais, même je parle au sens de la loi, on sait c'est quoi un employé, on sait c'est quoi un cadre, on sait c'est quoi un employeur. T'as comme RH catégorie extraterrestre qui prend ça un peu tout le monde, mais que, tu sais, des fois, on oublie que, tu sais, c'est un humain ou il y a des besoins ou que la personne n'est pas invincible. Ou que, elle aussi, elle a besoin de reconnaissance pour être motivée, pour continuer, pour fournir. Parce que, tu sais, les semaines peuvent être très douces comme elles peuvent être très intenses. Donc, tout humain a besoin un peu d'un petit push, puis un petit boost. Mais j'en ai déjà reçu de la reconnaissance, là, tu sais, mais... De gestionnaires, de mes supérieurs immédiats, d'employés aussi, qui m'ont dit, tu sais, merci Aïda pour comment tu as géré mon retour au travail. Mais tu sais, que peut-être ces personnes-là, quand je gérais le retour au travail, tu sais, ils résistaient un peu, puis ils comprenaient pas, tu sais, c'est comme si j'avais une posture trop légale, peut-être pour eux. Après ça, ils ont compris pourquoi je faisais ça. C'était juste pour m'assurer qu'ils reviennent de manière sécuritaire, que ça soit pas comme un retour échoué. Exact. C'est ça. Qui est comme affreux sur l'estime. Faut prendre le temps aussi d'expliquer comme nos étapes, pourquoi, les raisons de pourquoi on fait ça. Faut pas penser que les gens ils lisent notre cerveau. Exactement. C'est impossible. Là. C'est ça, 100%. Puis tu sais, tu parlais beaucoup de soutien et tout ça, puis je me demandais, est-ce qu'il y a des pratiques concrètes que tu vois en organisation que ça pourrait venir peut-être aider à favoriser le bien-être, pour éviter et prévenir des épuisements professionnels, par exemple? Ben c'est sûr que quand on parle de reconnaissance du travail, on reconnaît aussi la charge de travail qui vient derrière chaque dossier. Chaque c'est pas tout est pareil, mais la plupart des dossiers RH, il y a toujours une partie de réflexion. Tu peux pas juste donner un conseil RH comme ça. Non. Ça prend une réflexion, ça prend une analyse, ça prend un recueil des faits, ça prend beaucoup de temps et d'énergie avant de pouvoir donner un conseil RH. Fait que juste de reconnaître l'importance ou le temps que ça prend ou l'énergie que ça prend pour prendre des décisions RH ou donner un conseil RH ou faire des tâches RH, ça, c'est déjà une reconnaissance. Parce que, après ça, tu peux mieux gérer, exemple, la charge de travail d'une personne. Par exemple. Ça peut être déjà quelque chose comme ça. Ou pas comme, que de dire, ben non, c'est facile, ça, tu peux le faire vite en 2 secondes, puis finalement, ça prend un mois, là, C'est ça, allouer le temps pour avoir les réflexions. Puis
Puis, tu sais, comme si tu reconnais pas la valeur du travail, d'un travail ou d'une tâche RH, ben, tu peux pas comprendre, tu sais, le temps que ça peut prendre. Fait que tu peux mettre peut-être plus de pression temporelle sur des gens en ressources humaines. Ça, c'est un risque psychosocial. OK, ouais. Ouais, c'est ça. On parle pas non plus des risques psychosociaux. Tu sais, spécifiquement aux professionnels des ressources humaines. On en parle beaucoup at large, tu sais, les employés. Ouais, parce que les RH, eux, leur rôle, c'est de prendre soin des autres. Fait que c'est de prévenir par rapport aux autres postes. Mais, tu sais, moi, je me sentirais bizarre de, comme, créer un programme de prévention des risques psychosociaux pour tout le monde. Puis là, je suis comme, je veux, comme, faire à la carte mon poste à moi-même, tu sais. On dit, c'est comme qui va prendre le temps d'énumérer les risques psychosociaux de mon propre poste. Ouais, c'est comme, exemple, moi, je suis RH, puis je dois préparer des contrats de travail ou des conditions de travail pour tout le monde, mais je veux pas commencer à, comme, négocier ou écrire mes propres conditions à moi, tu sais. C'est comme, il y a un petit conflit, là. Ouais. Fait que c'est un peu bizarre. Fait que, mais c'est qui s'en occupe alors? Tu sais, c'est pas le RH qui va le faire, mais qui va identifier ces risques psychosociaux-là? Ouais. Est-ce que c'est comme une activité à faire avec ton employeur, ton gestionnaire, comment? Ça devrait, ouais. Aussi, le gestionnaire qui doit être informé, qui te fait l'analyse des risques, puis ouais, il consulte la personne en ressources humaines. Okay. Mais tu sais, comme si c'est juste fait par la personne RH, ça crée un peu un de malaise, parce que c'est comme si j'écris mon propre contrat, ou comme, OK, j'aimerais ça que tu préviennes ces risques-là pour mon propre poste. Comme là, c'est vu un peu subjectif. Ben oui, c'est ça, ouais. C'est comme un point de vue. Si on n'est pas rendu là, ou que l'employeur, il voit la fonction RH avec des risques psychosociaux. Si on n'est même pas rendu là, ben, qui va le faire? Exact. Ouais, c'est vrai. Puis, tu sais, à un moment donné, j'étais vraiment curieuse, puis j'étais allée fouiner un peu sur le site de Statistique Canada. OK. J'ai dit, je vais aller voir la profession RH, s'il y a des risques psychosociaux qui sont écrits. Il n'y en a pas. Là, je sais pas s'ils l'ont mis à jour, mais il y avait juste des risques physiques. C'est un plus par rapport à comme la posture, taper à l'ordinateur. OK. Fait que, ouais. Fait que c'est un manque en recherche. Fait que on n'est pas rendu là encore. OK. Mais je sais que j'avais vu une personne à l'Université de Laval, je crois, qui faisait une recherche là-dessus, sur les risques psychosociaux. Mais c'est ça, on n'est pas rendu là, mais ça se fait peut-être. Ouais, c'est ça. Ouais. On s'en va vers là, je pense. Ben oui, puis ça sert à ça aussi ta communauté, tu sais, d'en parler, puis comme d'étaboutiser exactement, le sujet. C'est ça. Ouais, exact. Ouais. Puis, je voulais revenir aussi sur quelque chose. Ben, en fait, ça va peut-être regrouper un peu tout ce qu'on parle depuis tantôt, puis peut-être qu'il y a des choses qu'on a déjà nommées, mais j'aimerais ça qu'on parle quand même des mythes. Tu sais, comme tu disais aussi au début qu'il y avait des mythes que les gens peuvent avoir envers la profession, ou comme même autant les employés que les employeurs. On a parlé de beaucoup de choses, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas nommées, ou des mythes que tu entends souvent que ça vaudrait la peine de venir déconstruire, par exemple? Avec la vraie réalité. Exact, ouais. Ouais, mais je pense que le premier, c'est la limite de c'est quoi un poste RH. Ouais. OK. Parce que, tu sais, s'il n'est pas bien compris, ben... Moi, ce que j'entends souvent, c'est que des gens pensent qu'on fait juste recruter, puis congédier. OK, ouais, c'est ça. Que c'est très, très réductif. Ouais. Mais il y a tellement plus de chapeaux à la fonction des ressources humaines. On est très loin de ça. Là, on parle de rémunération, on parle de SST, on parle de formation et développement de carrière, on parle de gestion de la performance. OK. Puis, mais les autres chapeaux, il y a aussi la fonction qui est comme gestion de changement. Ouais. On commence à évoluer. Si on parle de marque employeur, on parle un peu de marketing, alors on est rendu là. Ouais, vraiment. Tout ce qui est communication, culture d'entreprise. Mobilisation. Toutes des thèmes qu'on parle sur le podcast. Oui, exact. Les côtés un peu plus stratégiques, qui est comme suivre les indicateurs de performance aussi, eux qui sont les bons indicateurs pour l'entreprise, selon leur réalité. Former des personnes aussi. Fait que c'est beaucoup plus que ces deux chapeaux-là. Ça, je pense que c'est le premier mythe. L'autre mythe, je pense, ce serait justement que les RH, ils ont toujours juste une partie prise. Ils sont déjà pour l'employeur. Ils sont pour les employés. Je pense qu'on est très loin de là. Si j'avais à comparer même, exemple, un conseiller RH puis un conseiller syndical, les deux ont étudié le même programme. Puis ils ont appris les mêmes fondements en ressources humaines sur les meilleures pratiques. Fait que souvent, ils adhèrent à ces valeurs-là. Puis le but en gestion de ressources humaines, c'est de prendre soin de l'humain dans l'organisation. Donc, comment on fait pour bien le gérer, pour le mobiliser, pour le soutenir, pour le développer. Tu sais, fait que les RH vont jamais être à 100% à partie prise pour l'employeur parce que, ça déroge de leurs propres valeurs. Puis deux, leur rôle, c'est pas de dire oui à l'employeur tout le temps, puis oui au cadre. C'est de dire voici la bonne façon de faire. Selon les bonnes pratiques RH, puis voici ce on doit faire par rapport aux lois, au cadre légal. Tu sais, c'est comme... On n'est pas là pour prendre une partie prise, sinon on fait pas notre rôle. Tu sais? C'est un guide un peu aussi finalement pour les employés, tu sais, c'est comme de les aider à évoluer
dans l'entreprise ou même peut-être personnellement, mais de la bonne façon, selon les normes, puis... Ouais. Puis, tu sais, les RH aussi, comme je dis, ils travaillent beaucoup dans l'ombre, right? C'est difficile pour un employé de savoir, peut-être, ou un cadre, peu importe, de savoir l'étendue de notre travail, parce qu'on travaille beaucoup dans l'ombre. C'est ça. Tu sais, je vais pas dire à l'employé, « Hey, cette semaine, là, j'ai conseillé 5 cadres, là, puis il allait renvoyer des personnes, là, puis c'était dans le champ, là, puis une chance, j'ai sauvé ses mises à pied ou ses congédiements. » Je vais pas me vanter de ça devant un employé, tu sais. Parce que là, c'est comme j'enlève le crédit au gestionnaire. Moi, mon but, c'est que le gestionnaire ait la meilleure relation possible avec son employé. Exact. Puis que ça roule bien, tu sais. Puis qu'il gagne lui aussi en crédibilité, puis en confiance, puis qu'il ait les outils pour réussir, puis bien gérer son équipe. Je vais pas dire que c'est moi qui l'ai conseillé, là. Ouais, c'est ça. Moi, je suis comme... mais c'est intègre, quand même, là, il y a beaucoup d'intégrité. Ouais, tu sais, ce que tu ne vois pas en tant qu'employé, puis ce que tu n'entends pas, ben, tu combles le vide comment, tu sais. Tu dis, je me rappelle des RH, tu sais, ils m'ont accompagné dans mon dossier de recrutement, quand ils m'ont embauché. Je me rappelle, les RH, ils ont apparu dans un dossier disciplinaire, puis un dossier de congédiement, comme je sais qu'ils étaient là avec le gestionnaire. Fait que c'est comme où je te vois. Parce que les RH, c'est beaucoup dans l'ombre. Avec moi, le RH, je le vois dans ces instances-là. Fait que je dis, les RH, c'est ça qu'ils font. Ou ils font de la SST, tu sais, comme. Ouais. Puis, comment faire briller la profession RH, selon toi? Ben, je pense que c'est comme quand je te parlais au début, les easy wins. Miser le plus là-dessus. Pour que ça vienne déconstruire, tu sais, peut-être cette image de... Tu sais, les RH, c'est comme le mauvais garçon dans l'édifice, puis qui est juste là pour faire profiter l'entreprise, puis il s'en fout des employés. C'est de montrer qu'on est là aussi dans les easy wins, donc dans notre accompagnement avec les employés, dans un retour au travail, dans un bel accueil, faire une petite touche, d'avoir des échanges avec les employés aussi. Je pense que c'est des façons d'avoir une bonne image, mais aussi, je pense que c'est dans l'éducation. Moi, chaque opportunité que j'ai avec un employé dédié sur le rôle RH, je le fais. C'est sûr que je peux pas dire que je conseille à tous les jours les gestionnaires puis qu'ils n'arrivent pas à gérer sans moi. Je ne dirais pas ce message-là, mais j'explique un peu comme la diversité de mon rôle des fois quand j'ai une opportunité, puis c'est comme, c'est de l'éducation, c'est de la sensibilisation, puis ils font, ok, comme j'ai pas pensé à ça. T'ouvres un peu les esprits. Moi, je pense que chaque échange, c'est une opportunité. De le faire, puis je le fais autant avec les gestionnaires aussi. Je le fais avec les syndicats aussi avec qui j'ai travaillé, où ce que, tu sais, j'ai demandé de m'expliquer comment eux, ils comprennent le rôle RH. Moi, je commence par ça. Après ça, je peux comme renchérir puis compléter un peu plus. C'est une bonne idée, ça. C'est comme tu vires la situation. De où on commence avant que je commence à conseiller ou à parler. C'est ça, juste savoir lui, c'est ça, lui. D'où ton part pour après ça guider la puis je gère les attentes aussi. Exactement. Par rapport à mon accompagnement. Parce que là, c'est exemple, eux s'attendaient que moi, je sois comme la sauveuse. Puis finalement, comme je peux pas être sauveuse, là, je suis comme plus gardienne des lois. Fait que je prends pas de parti. Tu sais, je veux juste tracer où ce que la ligne, elle est. Ben oui. Ben là, eux, ils se sont fait une attente, fait que là, ça les frustre. Fait que, tu sais, comme moi, ça m'aide à mieux gérer les relations. C'est vraiment une bonne façon de faire. Puis je le fais partout, tu sais, même quand je rencontre quelqu'un de nouveau, que ce soit un syndicat ou un cadre, peu importe, tu sais, je lui demande comment tu comprends mon rôle, tu sais. Comment tu vois l'utilité d'une fonction RH dans une entreprise, tu sais. Ça veut dire quoi pour toi? Par curiosité, c'est quoi les réponses qui sortent habituellement? J'imagine que ça a un lien avec les mythes, là, aussi un peu, là, je sais pas. Mais c'est surtout le recrutement, recrutement. Discipline, on en parle un peu moins. C'est plus le recrutement qui ressort. La SST, des fois. Puis des fois, j'ai des réponses politiques. C'est ça. C'est comme, qu'est-ce que je veux entendre, là? Ça me fait penser à la série The Office, là. Je sais pas si vous l'avez écouté, là, mais le gars en ressources humaines, Toby, que Michael, il déteste, parce que c'est un gars en RH, là, mais comme, il déteste. Toute la série, c'est ça, genre, il déteste les RH, là. Oui. Mais c'est tellement méconnu, un peu, puis c'est comme... Encore une fois, c'est une nouvelle profession aussi. On peut pas s'entendre que tout le monde la connaît super bien. C'est ça. Mais en même temps, je trouve ça vraiment bon ce que tu dis parce que c'est vraiment une caricature de la profession qui est mal méconnue, qui des fois aussi c'est comme pris pour acquis, c'est comme on va voir les RH avec ça. Mais comme wow, à ta minute, c'est plus que juste une petite situation de comme on va monter au RH ou comme on va voir les RH ou comme les, tu sais, c'est comme on dirait c'est comme banalisé beaucoup comme profession, mais comme non là c'est complexe puis il y a beaucoup de choses là en arrière de ça. C'est ça, 100%. Vraiment. Mais souvent c'est comme quand t'appelles quelqu'un exemple, tu dis je vais parler à un employé, tu l'invites à une rencontre, tu fais comme je suis dans merde. Les RH m'appellent, c'est fini. Ils vont me renvoyer, c'est comme pire scénario, c'est comme
on est là pour exécuter tout le monde, tu sais. Mais c'est ça, tu vois, mais ça, c'est des présupposés, c'est des biais, c'est des mythes. C'est ça. Souvent, c'est comme... Des fois, oui, on va être rendu dans cette étape-là, mais souvent, c'est quand je te rencontre, c'est parce que je veux te parler, je veux mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, je veux mieux t'accompagner puis répondre à ton besoin. C'est ça. Puis des fois aussi, souvent, c'est parce qu'on fait une enquête, on veut comprendre la situation. Exactement. Tu sais, avant de conseiller le gestionnaire, puis dire comme par rapport à une mesure disciplinaire ou autre, là. Mais c'est ça, j'allais dire, avant de renvoyer quelqu'un aussi, il y a des processus disciplinaires, il y a des rencontres, il y a des avertissements. Mais est-ce que tout le monde sait ça? Non, mais c'est ça, c'est ça, exact. Tu sais, moi, je l'ai appris à l'université, ce qu'on me l'a appris ailleurs, que dans mon programme, jamais. C'est ça. Mais non, ça veut dire quoi, ça? Ça me dit rien, là. Fait que là, c'est pas parce que tu te fais appeler dans le bureau d'RH que tu vas te faire mettre à la porte. Ouais, exact. Mais des fois, ce que j'ai appris à faire aussi, parce que, tu sais, les gens, des fois, ils paniquent, ils savent pas, fait que j'essaie d'être un peu plus, si je le peux, parce que des fois, quand c'est une enquête, je peux pas être trop révélateur de la nature de l'enquête. Ouais, exact. Mais si je le peux, puis c'est pas quelque chose qui peut être inquiétant pour l'employé, je vais expliquer un peu plus pourquoi je voudrais le rencontrer. Ouais. Je donne plus d'informations pour que ça évite l'imagination puis la panique. Le stress, la panique. Oui. L'anxiété, ouais. Ouais, parce que... Mais oui, c'est sûr. Mais une fois même, j'étais dans un genre de... Je pense dîner de Noël, un genre d'événement social là, pour l'entreprise. Puis là, je passais, puis il fait « Ah, chut, tu sais, la RH est là. » Oui, mais ça, tu vois, c'est le genre de choses que moi aussi, je vis au travail. C'est attention, les RH sont dans le coin, puis, tu sais, genre, je comprends que c'est comique, puis, tu sais, je veux dire... C'est comique, mais en même temps, c'est bizarre, c'est comique en même temps, derrière, c'est un peu blessant. Ouais. Parce que c'est comme, je suis vue comme ça, malgré... Ouais, t'es vue comme la police de l'entreprise. Ouais. Malgré mes intentions et mes bonnes volontés, tu sais, c'est pas ça mon travail, tu sais. Mais c'est tellement vrai ce que tu dis, parce que moi aussi, je le vois beaucoup. Ouais. C'est vrai que les gens sont vraiment vus comme... Mais c'est plus fun, c'est quand comme je dis, une communauté RH qui parlait, un réseau RH, où t'as des collègues, tu te sens un peu moins seul, tu peux en rire entre collègues. C'est ça, au moins... Je veux quand même revenir un peu sur cet aspect-là, parce qu'on dirait, je pense à ça, puis c'est tellement bon ce que tu dis, parce que au lieu, mettons, en fait, quand on est dans le coin, on dirait que ça va être comme, la RH est là, elle va me chicaner, au lieu de comme, yes, la RH est là, elle va me backer. Ouais. Tu sais, il y a comme... Mais en même temps, je comprends qu'ils peuvent pas avoir ça en tête, parce que les RH sont pas là pour backer. Ils ont jamais de parti prise. Non, mais ça vient... Mais c'est juste comme tu disais, de déconstruire que la RH va nécessairement avoir le bac de l'employeur. Tu sais, c'est comme... Il y a quand même une... On va plus vers ça que vers le RH est neutre. Exact. Ou la RH est pour moi, tu sais. Exact. Prendre la meilleure décision possible. C'est ça, parce que tu sais, comme tu disais aussi, ton objectif, c'est quand même de t'assurer du bien-être de l'employé, mais c'est juste qu'on va le faire dans un certain cadre. Ouais. Mais l'employé ne connaît pas ou ne pense pas à ça, tu sais. Mais c'est comme important de déconstruire. Tout le monde fait des raccourcis mentaux, là. Ouais, c'est ça. C'est comme... Tu sais, pour moi, exemple, je vais dans une rencontre disciplinaire, je suis invitée, je suis convoquée, je vois mon gestionnaire et je vois la RH. Je fais comme RH, gestionnaire, plus, liaison. Exact. Corrompue. Oui. C'est comme c'est un lien vraiment simple. Elle est corrompue, elle a une partie prise, ennemie. Je comprends, ouais. C'est comme, c'est simple, genre, c'est comme, l'humain simplifie, parce qu'il comprend pas, tu sais. C'est ça. Puis je peux pas m'attendre que l'employé va comprendre aussi la profession RH complète, puis qu'il comprend toute la complète. C'est impossible. Puis tu sais, ça se peut aussi dans ton rôle RH, tu fasses pas aussi de discipline, tu sois pas dans les... Ça se peut aussi, tu sais. Ouais. Okay. Ouais, souvent, c'est pas nous qui fait discipline, mais ce qu'on fait, c'est on accompagne le gestionnaire dans la gestion disciplinaire pour s'assurer, avant n'importe quelle action qui est prise, que ça respecte la gradation de la sanction, qu'on a tous les faits et les éléments possibles pour donner le meilleur conseil sur ça, c'est une discipline raisonnable. Ou peut-être, tu donneras aucune discipline, tu vas avoir une discussion avec ton employé pour clarifier tes attentes. Ou c'est comme, il y a un malentendu, tu sais, avant que, je saute, tu sais. Exact. Parce que ça a des conséquences aussi, tu sais, quand tu vas dans la voie plus disciplinaire, ça fait toujours un petit bris dans la relation. Ouais, c'est ça. De confiance entre le gestionnaire et l'employé. Fait qu'avant de te rendre là, tu le fais juste quand c'est vraiment nécessaire. Puis tu le fais aussi quand tu t'assures que c'est équitable, puis que c'est cohérent avec comment aussi on gère le disciplinaire dans l'entreprise de manière générale. C'est ça. T'es pas comme plus sévère avec un, mais t'es lousse avec les autres. Mais on a tous nos biais aussi. Fait que c'est très complexe. Puis si t'avais un conseil pour les gens, professionnels RH qui nous écoutent aujourd'hui, ça serait quoi que tu voudrais leur transmettre? C'est... Si t'as une journée difficile ou que ça va moins bien ou que t'as plein de défis, c'est correct. Ça va passer. Il existe des gens qui peuvent t'aider. Il existe des outils. T'es jamais seul. Si tu veux prendre un dîner social avec nous, RH, viens avec nous. Si tu veux en parler avec un cercle d'échange RH, viens avec nous. On parle des défis. Ouais. Mais sois pas difficile sur toi-même. Prends-le pas sur toi.
Parce que des fois, je sais que les professions RH, c'est pas évident de jouer comme avoir une certaine crédibilité devant les gens, qu'on ait la confiance de tout le monde pour avoir notre rôle, puis des fois, justement, ça nous pousse à vouloir faire plaisir aux autres. Mais c'est de rester vrai à toi-même, puis de pas être difficile sur toi-même, puis comme que t'es bienveillant avec les autres, comme tu prends soin des autres, oublie-toi pas de là-dedans, parce que toi, si tu tombes, le système s'effondre, au fait. Tu feras plus ton travail. Donc, c'est comme c'est pas fais-le peut-être, c'est une nécessité. Si tu veux continuer à faire des RH, prends soin de toi, tu sais. Ouais, c'est ça. Attends pas trop à la dernière minute. Ouais, c'est ça. C'est un bon message. Merci full. Vraiment, merci. Ça va faire du bien, je pense, aux gens qui nous écoutent en RH. Ou toute autre personne aussi qui vivent ça. On passe au jeu meilleur? Absolument! Parfait! Vas-y, ma chum. OK, et on est déjà rendu là. Oui! Ça passe vite, hein? C'est ça. Tu connais-tu les jeux meilleurs? Non, vas-y. C'est une compagnie québécoise qui font plein de jeux de cartes au niveau de, par exemple, team building. Jeux de discussion, ouais. Puis nous, d'ailleurs, on a un code RH pour 15% de rabais, si jamais ça vous tente. Donc là, c'est ça. Moi, Pierre-Anne, on a présélectionné quelques cartes. Fait que tu peux en piger une, puis répondre. Ça sert à connaître l'humain en arrière du professionnel. OK, nous, on voit ça de même. Oui. Je la donne? Tu peux la lire, non? Tu peux la lire puis répondre, ouais. Ton entourage doit choisir 3 mots pour te décrire. Lesquels crois-tu qu'ils utiliseraient? Passionné. Je suis très passionnée. Je suis quelqu'un qui n'est pas capable de faire un travail si je ne suis pas passionnée par mon travail. OK. TDAH, fait que j'ai toujours je suis très, très sélective dans mes intérêts. Fait que si je fais des RH, parce que j'aime les RH. T'aimes ça. Comme j'en mange des RH, j'en parle trop. Ouais. Hyperactive. C'est toujours trop d'énergie. On aime ça, on s'entend bien, c'est pour ça. Oui. Mais quand ton énergie est mise à la bonne place, c'est positif. C'est super puissant. Ouais, c'est ça, c'est puissant. C'est le fun parce que je peux être énergétique au travail, mais aussi, tu sais, j'ai tellement de temps dans ma journée, je peux tellement faire de choses, c'est comme ça finit jamais. Exactement. Je suis toujours dans 1000 projets, j'en ai de l'énergie. C'est ça. Ouais. Tu peux travailler longtemps sur une tâche. Oui. C'est ça. Ouais. Okay. Ça me rejoint un peu, je suis pareil. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est moins le fun. Faut qu'il y ait de l'intérêt. Ouais. Puis le troisième? Comment dire? Un peu goofy. J'aime ça utiliser l'humour. J'aime ça pas me prendre trop au sérieux dans la vie. Souvent, l'humour, c'est mon mécanisme de défense. Tu sais, quand je vais dans des événements de réseautage, souvent, je fais des jokes avec des gens que je connais pas, juste pour que je me sente à l'aise. Et oui, briser la glace un peu aussi. Tu sais, souvent, comme souriante au travail, je ris et tout, mais... C'est ça. Je suis ce genre de personne-là, tu sais, peut-être ça fait pas de sens des fois, peut-être le contexte, je suis pas supposée sourire, mais je souris quand même. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est important. La fille, elle congédie quelqu'un qui est genre « Bye! » Ça marche pas, là. Non. Ah, merci. Je suis sûre que les gens qui nous écoutent vont sentir ces 3 qualités-là pendant l'enregistrement. Puis, merci, c'était vraiment un bel épisode. Puis j'espère vraiment que les gens vont mieux comprendre le rôle des professionnels RH. Oui, j'espère que t'as apprécié toi aussi. Oui. J'ai adoré. Puis je pense qu'on a une longue route encore, tu sais, avant qu'on se rende où ce que la santé mentale puis mieux-être des RH soit une priorité aussi, mais je pense que ça va arriver. On laisse le temps, puis les choses vont se faire. C'est fort. On lâche pas. Oui. Merci beaucoup, Aïda. Merci. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à nous donner un 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à nous repartager. Aussi, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, LinkedIn et TikTok pour d'autres contenus en santé organisationnelle.